présenter à nouveau. Vous avez démarré l'enregistrement. OK. Alors, je disais donc, je reprends, je vous représente à nouveau, je suis Rosier Méli, responsable de la société ISO Conseil, une société de prestation et de conseil autour de la paye. On propose des services de prestation de paye, on propose des services de migration, on propose depuis peu des services de coaching et d'accompagnement. Vous pouvez accéder à tous nos services sur notre site internet ISO Conseil, et nous proposons aussi principalement de la formation qui est ma passion personnelle. C'est pour ça que je le fais avec autant de plaisir. J'ai décidé de lancer une série de lives sur les sujets autour de la paye, et l'objectif est qu'une personne qui suive toutes ces vidéos et tous ces lives puisse d'ici quelques mois avoir le nécessaire et l'essentiel pour pouvoir ne serait-ce que débuter dans le métier. Donc là, on va vraiment faire ce qui est de la base de la paye. Pour un début, on ne rentrera pas dans le fond du sujet, mais c'est vraiment des lives pour nous permettre de comprendre la base du métier de la paye pour pouvoir mieux démarrer et plus sereinement. Alors, juste quelques petites règles de bon fonctionnement. J'ai un membre de mon équipe qui est connecté avec nous et qui pourra répondre à vos questions pendant que je fais les présentations pour éviter d'être interrompu. Ça ne sera pas très long parce que c'est la fin de la journée, mais lorsque j'aurai terminé le chapitre prévu pour la journée, vous pourrez poser des questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Soit Merline y répondra ou à la fin, je prendrai le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. On va commencer, si vous me le permettez. On va commencer aujourd'hui avec le sujet très épineux, mais pas très complexe, comprendre le bulletin. Pour moi, je pense que c'est vraiment la base du métier, parce que si on fait le métier de gestionnaire de paye, on doit être capable de comprendre ce qu'on fait et de comprendre déjà l'utilité du bulletin. À quoi sert le bulletin? Donc, le bulletin de salaire. Alors, juste une petite parenthèse, le lien pour accéder à ce document que je vous présente là, je l'ai partagé. Je l'ai partagé dans la conversation. Donc, vous pouvez télécharger et avoir accès à ce document. Il est amené à évoluer, mais vous pouvez au moins déjà y avoir accès. Hop, vous pouvez déjà y avoir accès en parallèle. Alors, comprendre le bulletin. C'est quoi le bulletin? La fiche de paye ou bulletin de paye est un justificatif de paiement qui doit être remis à l'employeur, que l'employeur doit fournir au salarié. C'est une obligation. Vous pouvez couper la caméra, s'il vous plaît? Excusez-moi. Alors, la fiche de paye est un justificatif de paiement que l'employeur doit fournir à l'employé. Donc, c'est une obligation de remettre ce document au salarié. C'est lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative. La fiche de paye est remise au moment du versement du salaire sous plusieurs formes. Il peut être remis en main propre, par voie postale ou par voie électronique. Par voie électronique, c'est-à-dire par coffre-fort, pas par mail. Parce que l'envoi du bulletin de salaire par mail ne respecte pas les règles RGPD de sécurité. Donc, normalement, l'employeur n'a pas le droit d'envoyer le bulletin par mail. Mais bon, disons, c'est une forme dématérialisée. Très souvent, on le fait par coffre-fort électronique. Et pour mettre en place ce mode de distribution de bulletin de salaire, sachez qu'il faut l'autorisation du salarié. L'employeur ne peut pas mettre unilatéralement en place, sans l'accord du salarié, la distribution du bulletin sous forme électronique. L'employeur, lui, de son côté, a l'obligation de conserver un double de fiche de paye. Peu importe le format, il a cette obligation de conserver pendant 5 ans. Alors ça, c'est juste un petit rappel, hein, parce que le non-respect de ces obligations expose l'employeur à un risque de sanction. Expose l'employeur à un risque de sanction. J'ai bien branché, OK. Alors, on va parler de la nouvelle présentation du bulletin, ce qu'on appelle communément le bulletin simplifié ou le bulletin clarifié. Donc, avant de vous présenter le nouveau, je vais déjà vous parler de l'ancien. L'ancien bulletin de salaire, donc pour étayer mon propos, je vais vous montrer un exemple de bulletin de salaire sur le logiciel de paie. Donc, lorsqu'on fait le bulletin de salaire sur le logiciel de paie, il se présente de cette manière-là. On a le salaire brut, on a les cotisations,
on a le net à payer, on a d'autres informations qui apparaissent. Auparavant, l'ancienne présentation du bulletin, lorsqu'on imprimait le bulletin, on avait pratiquement toutes les lignes qui apparaissaient telles qu'elles sont là. Bon, je vous le dis tout de suite pour vous rassurer, le fait que le bulletin, l'édition du bulletin soit simplifiée, ça ne signifie pas qu'au moment du traitement, vous n'aurez pas toutes les lignes. Donc, on a toutes les lignes lorsqu'on calcule le bulletin. La plupart des logiciels, là, c'est le logiciel Silae que j'aurai le temps de vous présenter parce que pour l'instant, c'est celui que j'utilise et qui est le leader du marché. Lorsque vous calculez, vous préparez votre bulletin de salaire, vous avez toutes les lignes qui apparaissent. Elles sont là. Ça fera l'objet d'un prochain chapitre, les cotisations et les rubriques détaillées les unes après les autres. Donc, pour l'instant, je voudrais juste vous présenter le bulletin détaillé. Le bulletin détaillé, c'est comme ça qu'il apparaissait. Lorsqu'on imprimait, on avait absolument toutes les cotisations présentes sur le bulletin. Ça, c'était il y a quelques années que le bulletin apparaissait de cette manière. Depuis la réforme du bulletin simplifié ou clarifié, lorsque je calcule un bulletin, je vais vous montrer l'aperçu, voir bulletin. Là, vous avez votre bulletin qui apparaît, mais les lignes telles que vous les voyez là ne sont pas celles telles qu'elles apparaissaient sur le logiciel. Elles sont classifiées par sous-groupe et c'est ce qu'on appelle le bulletin clarifié. Mon avis personnel, c'est que ce n'est pas si clarifié que ça, parce que c'est clarifié côté salarié, du moins j'espère pour eux. Parce que lorsqu'on est professionnel du métier, on a parfois un petit peu du mal à se retrouver sur le taux de cotisation applicable. Parce que le fait que ce soit classifié par catégorie, plusieurs rubriques de cotisation se retrouvent additionnées et on a parfois un petit peu du mal, il y a parfois un petit peu un manque de visibilité. Bon, après, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que la présentation du bulletin clarifié, c'est celle-là. Je vous mettrai dans les commentaires où je vous enverrai cet exemple de bulletin et tous ces documents seront par la suite mis sur la page en ligne. Donc, le bulletin simplifié, c'est celui-là. Revenons sur notre présentation. Le bulletin de paye fait l'objet d'une rédaction simplifiée concernant les informations relatives aux cotisations et contributions d'origine légale, origine légale et conventionnelle. Les lignes de cotisation de protection sociale seront regroupées par risque couvert. Donc, il y a le risque santé. Là, je vous présente brièvement. Ensuite, je vous le montrerai sur un exemple concret parce qu'on retient mieux lorsqu'on a du concret. Je ne veux pas rester dans la théorie. On a le groupe santé. Ça, c'est les cotisations telles qu'elles sont regroupées sur le bulletin simplifié ou clarifié. On peut utiliser l'une ou l'autre des terminologies. On a le risque santé, on a le risque accident de travail, maladie professionnelle, on a la retraite, on a la famille, on a le chômage, on a les contributions conventionnelles, on a les autres cotisations patronales, en gros, c'est celles qu'on ne sait pas où mettre et on les met là. On a la CSG-CRDS, on a les allègements de cotisations patronales, on a les allègements de cotisations salariales, et ensuite on a l'impôt sur le revenu, le prélèvement à la source. Je crois que ça s'est ouvert là, si ce n'est pas fermé. Voilà. Voilà notre bulletin. Et on retrouve ici les catégories. Donc là, je vais essayer de zoomer un petit peu. Si vous préférez, si j'y arrive aussi. 6 aussi. Ça n'arrive pas à aller. Alors, on va faire comme ça. J'ai un petit souci parce que j'ai essayé de zoomer, ça a bugué. Donc, je vais. Petit souci technique. OK. C'est mieux. Comme ça. Donc, voilà le bulletin regroupé par catégorie. Ne soyez pas surpris si vous faites le bulletin pour la première fois et qu'à l'impression, vous ne retrouvez pas les lignes exactement telles qu'elles sont présentes sur le logiciel de paye. Ça, c'est le logiciel de paye. Toutes mes rubriques sont là. Et à l'édition, elles sont regroupées par catégorie. On a le risque santé.
comme son nom l'indique, il y a toutes les cotisations qui concernent la santé. La sécurité sociale, le risque maladie, maternité, invalidité, décès, ça, c'est les cotisations qui permettent de couvrir, enfin, disons que c'est les cotisations qui financent la sécurité sociale, pour faire quoi? Lorsqu'un salarié est malade, en accident de travail, ou pas en accident de travail, lorsqu'un salarié est en maladie, en invalidité ou en décès, ce sont les cotisations qui sont versées là. Ce sont les cotisations qui sont versées là qui permettent à la sécurité sociale de financer ses salariés. La complémentaire incapacité, invalidité, décès, c'est dans ce sous-groupe, parce que là, on est dans le groupe santé et à l'intérieur, on a toutes les cotisations qui concernent la santé. Et ce n'est pas le même organisme. J'insiste là-dessus, ce n'est pas un regroupement par organisme, c'est un regroupement par risque. Donc, le risque santé, on a cette cotisation-là qui va à l'URSSAF et qui est à destination de la sécurité sociale. Complémentaire, incapacité, invalidité, décès, ça, c'est la prévoyance. Parfois, on a du mal à reconnaître, mais c'est toutes les cotisations prévoyance. Et si vous en avez plusieurs, elles seront toutes additionnées sur la même ligne. Donc, ne soyez pas surpris si vous ne retrouvez pas vos taux de cotisation. C'est parce que c'est regroupé en groupes et en sous-groupes. Donc, il est possible que sur le bulletin, j'ai 2 lignes. Et là, sur l'édition, sur le logiciel, j'ai 2 lignes. Et sur le bulletin final, j'en ai une seule. Donc, ne soyez pas surpris, c'est normal. Complémentaire santé. Ça, c'est la mutuelle. Et c'est pareil, si vous en avez 2 sur le logiciel là, ici, c'est regroupé là. Donc, on a vu le groupe santé. Ensuite, on a le groupe, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça groupe parce que c'est une seule rubrique de cotisation du coup. On a le risque accident de travail, maladie professionnelle. Ça, c'est tout simplement le taux d'accident de travail. On reviendra plus tard sur la cotisation, sur le détail des rubriques de cotisation. Mais là, je peux déjà vous dire que l'accident de travail, c'est une cotisation spécifique dont le taux est différent par secteur d'activité et parfois par entreprise. Parce que chaque secteur d'activité, là, c'est l'exemple de la boulangerie. Dans la boulangerie, le taux du secteur de la boulangerie, il est de 2,17 avec un code risque qui est appliqué. Mais certaines entreprises peuvent négocier d'avoir, en plus d'un taux par secteur, une entreprise peut faire en sorte d'avoir un taux spécifique à l'entreprise. On y reviendra. Mais l'accident de travail, le taux est différent par secteur d'activité parce que chaque secteur d'activité n'a pas la même exposition au risque. Parce que une secrétaire dans un bureau d'études n'est pas exposée comme un ouvrier du bâtiment. C'est pour ça que très souvent, les ouvriers du bâtiment, le taux de cotisation d'accident de travail dans le secteur d'activité à haut risque, comme les ouvriers du bâtiment, est très élevé. Et vous allez aussi remarquer que lorsqu'un salarié est arrêté pour maladie non professionnelle, ou lorsqu'un salarié est arrêté parce qu'il a eu un accident de travail ou une maladie professionnelle, il n'est pas indemnisé de la même manière parce qu'il existe un risque spécifique qui traite les accidents de travail et les maladies professionnelles. Le troisième risque, c'est le risque retraite. C'est le groupe retraite et c'est composé de la sécurité sociale. Donc, le régime de base de la retraite de base de la sécurité est versé à la sécurité sociale. On a une cotisation plafonnée et déplafonnée. On reviendra sur ces notions-là. La retraite de base est versée à la sécurité sociale. Donc, c'est la retraite, mais la retraite de base, cette cotisation-là, ces deux-ci, je ne sais pas si vous voyez quand je surligne, du moins j'espère, pas trop. En tout cas, sécurité sociale plafonnée et sécurité sociale déplafonnée, ce sont des cotisations qui couvrent le risque retraite, mais la retraite de base destinée à la sécurité sociale. Ensuite, on a ce qu'on appelle les retraites complémentaires qui sont versées aux organismes Agirc-Arrco. Et c'est ça que vous retrouvez là. Tranche 1, on aurait eu la tranche 2 si jamais le salarié avait une cotisation de tranche 2. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que ce regroupement ne se fait pas par organisme, mais bien par risque. Le troisième risque, c'est le risque famille. Donc, c'est les cotisations qui sont reversées aux allocations familiales, à la CAF. Assurance chômage, c'est les cotisations qui sont le risque chômage qui est reversé au Pôle emploi. Donc, l'URSSAF est collecteur pour plusieurs organismes, la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale, familiale et le Pôle emploi, entre autres.
cotisations statutaires ou prévues par la convention collective. Bon, il existe des cotisations spécifiques qui sont prévues dans la convention collective. Là, c'est le cas de la boulangerie. Le financement du paritarisme, ce sont des cotisations qui sont reversées au syndicat. L'indemnité de départ à la retraite, c'est une cotisation qui est spécifique à la boulangerie. La contribution au fonds de péréquation, donc toutes ces cotisations-là, elles peuvent être à la fois retraite et prévoyance, mais elles sont spécifiques à la convention collective. Elles ne sont pas des cotisations légales. Dans l'organisation du bulletin simplifié, c'est à cet endroit qu'on les retrouve. Autre contribution due, comme son nom l'indique, c'est un petit peu le fourre-tout. Si on ne sait pas où le mettre, on le met dans autre. Pour faire court. CSG, enfin ensuite, c'est CSG déductible, on reviendra sur le chapitre des cotisations. CSG, CADS non déductible, impôt sur les revenus. Ensuite, on a l'exonération des cotisations employeurs. Tout est regroupé là. Sur le bulletin de salaire, ici, vous avez le détail. Il y a la réduction patronale et la réduction générale patronale. Vous avez la réduction générale patronale de retraite, les cotisations patronales de retraite. Vous avez de la TEPA. Si le salarié a des heures supplémentaires, oui, il en a. Donc, vous avez de la TEPA quelque part là. Vous avez toutes ces réductions-là. Sur le bulletin, c'est bien détaillé. Sur le logiciel, c'est bien détaillé. Mais par contre, sur le bulletin, on a tout additionné là. C'est pour ça qu'on estime que c'est clarifié, enfin. C'est clarifié pour le salarié, mais ça l'est un petit peu moins pour le professionnel qui, avec un bulletin comme ça, ne se retrouve pas dans ses cotisations. Mais bon, disons que pour le salarié, c'est clarifié. En dessous, vous avez l'exonération sociale des heures complémentaires et des heures supplémentaires. Cette exonération, elle est salariale. Et la dernière obligation, si je ne me trompe pas, c'est le net à payer avant impôt sur le revenu. Donc, tout ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Vous avez le net à payer avant impôt sur le revenu, avant impôt. Mais ce n'est pas ce montant-là qu'on verse au salarié. Parce que le salarié a un taux d'imposition qui lui est applicable. On fera aussi un chapitre sur le prélèvement à la source, sur le taux personnalisé et non personnalisé. Quoi qu'il en soit, depuis 2 ans, je pense, je ne sais pas la date exacte, depuis la réforme du prélèvement à la source, l'employeur a l'obligation de prélever en fonction de la situation du salarié un acompte de son impôt à verser sur l'année qui suit. Sous certaines conditions, sous certains critères, ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie des éléments qu'on retrouve sur le bulletin de salaire. Et enfin, vous avez les nets à payer. Dans le document que je vous ai partagé, donc là, j'ai remis un extrait que vous allez retrouver, parce que comme je vous ai partagé le document. Ensuite, on va passer aux mentions obligatoires dans un bulletin de paie. Parce que le bulletin de paie ne peut pas être fait n'importe comment. Il y a certaines obligations à respecter, il y a certaines mentions à retrouver. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire différemment. Donc, je vais vous lire ça et puis on va essayer. C'est pas quelque chose que vous devez retenir par cœur, hein, parce que bon, dans la gestion quotidienne, si vous êtes gestionnaire de paie en entreprise ou en cabinet comptable, dans la gestion quotidienne, vous n'avez pas besoin de connaître par cœur tout ce qu'on doit retrouver sur un bulletin de salaire. Il faut déjà avoir une idée dans les grandes lignes et quand vous aurez besoin de l'information, vous irez le chercher. Parce que ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que la bonne pratique pour bien retenir, c'est pas de retenir par cœur. Toutes les informations n'ont pas besoin d'être retenues par cœur. Le plus important, c'est de savoir ce qui existe, de comprendre le fonctionnement de ce qui existe et d'aller ensuite chercher les détails quand on en a besoin. Donc, il est déjà important dans un premier temps, c'est de savoir qu'il y a certains éléments sur le bulletin de salaire qui sont obligatoires. Il y a certaines informations qui sont interdites. Et il faut les connaître dans les grandes lignes, mais voilà, il ne vous sera pas reproché de pas avoir retenu par cœur tout, c'est je ne sais pas combien, zone 1, 2, zone 2, bon, voilà. On va les balayer ensemble, mais ne vous prenez pas la tête à essayer de tout retenir. On va juste essayer de commenter. Identification de l'employeur et du salarié. Ça signifie que sur un bulletin de salaire, on a l'obligation d'être capable d'identifier
c'est comme une pièce d'identité pour l'employeur. Donc, l'identité de l'employeur, c'est son nom, son adresse, éventuellement la désignation de l'établissement dont dépend le salarié, parce qu'une entreprise peut avoir plusieurs établissements. Donc, éventuellement, si on peut préciser dans quel établissement le salarié est affecté. Le bulletin doit obligatoirement mentionner le numéro de nomenclature d'activité, bon bref, le code APE, le code NAF, le numéro d'inscription au répertoire national des entreprises, le SIRET. Donc, le nom et adresse de l'employeur, numéro de SIRET et code APE, tout ça, c'est les informations obligatoires. Et ça, il faut quand même le garder en tête lorsque vous allez créer un dossier. Si vous n'avez pas cette information, il faut garder en tête que vous devez aller la chercher. Vous ne pouvez pas créer un dossier de paye et ne pas renseigner le code NAF ou le SIRET. Donc, gardez en tête que lorsque vous créez un dossier dans votre logiciel de paye, ce sont des informations qui sont obligatoires. Sinon, votre bulletin de salaire ne respecte pas les conditions de norme. Le bulletin de salaire doit obligatoirement mentionner la convention collective applicable aux salariés ou la référence au code de travail. Parce qu'il faut savoir que toutes les entreprises ne sont pas éligibles à une convention collective. Toutes les activités ne sont pas affectées à une convention collective. Il y a des entreprises, il y a des activités qui dépendent du code du travail. Donc ça aussi, il faut le savoir parce qu'on l'ignore. Il faut juste, si vous n'avez pas de convention collective dans votre entreprise, ça peut arriver. Il y a des codes NAF qui ne sont affectés à aucune convention. Je crois que c'est le cas des tabacs, si je ne me trompe pas. Mais dans ce cas, à la place de la convention collective, vous mentionnez des articles de loi pour préciser que le salarié dépend de... Il y a des articles qui sont précis, qui apparaissent lorsqu'il n'y a pas de convention collective. Ensuite, là, on passe à l'identification du salarié. Donc, l'obligation du nom. Le nom du salarié, c'est obligatoire. L'emploi du salarié. Sa classification conventionnelle, s'il est affecté à une convention, parce que s'il n'y a pas de convention, il n'y a pas de classification, ça va de soi. C'est une information obligatoire. Nom, emploi du salarié, classification, si jamais il y a une convention collective. J'insiste parce qu'il y a beaucoup de dossiers que j'ai vus avec l'affectation conventionnelle du salarié qui n'est pas mentionnée. Sachez, lorsque vous ferez vos dossiers dans vos entreprises, que lorsque vous mettez en place un salarié, sur son bulletin de salaire, vous avez l'obligation de mentionner. Déjà, le contrat de travail doit le mentionner. Et si l'information est sur le contrat de travail, elle doit également être présente sur le bulletin de salaire de manière obligatoire. Ce n'est pas si on veut ou si on le sait. C'est on doit avoir l'information. Si on ne l'a pas, on demande le contrat de travail. Et si on se rend compte que le contrat de travail ne le mentionne pas, on remonte l'information pour demander à ce que ce soit rectifié. Mais là, c'est vraiment une information obligatoire et je sais d'expérience qu'elle n'est pas toujours respectée. Période et nombre d'heures de travail en distinguant les heures au taux normal et les heures au taux supplémentaire. La période, ça c'est la période du mois. Donc, il faut que le bulletin précise si c'est le bulletin de mars, avril, mai, juin ou juillet. Le nombre d'heures de travail. Donc, sur le bulletin de salaire, il faut qu'il apparaisse le nombre d'heures de travail. Et s'il y a des heures supplémentaires et des heures normales, il faut que la distinction soit bien faite. C'est le cas ici. On a des heures normales. Ça, c'est le taux du salarié. Et là, on a des heures supplémentaires. La majoration est précisée. Il a 8,67 d'heures supplémentaires, majoré à 25%. Ça, c'est une obligation légale que cette précision apparaisse et de cette manière. On a vu plus haut qu'il fallait que la période du mois soit renseignée. C'est une information obligatoire également. Je vous rassure sur le fait que ces informations, la plupart des logiciels de paye le prévoient correctement, mais par contre, le logiciel de paye ne va pas vous faire penser, ne va pas bloquer le calcul du bulletin si vous n'avez pas renseigné la classification. Ici, dans mon exemple, la classification de mon salarié, c'est un ouvrier coefficient 195 de la convention de la boulangerie. Donc, j'ai respecté cette obligation à ce niveau-là. Nature et volume du forfait auquel se rapporte le salaire. Ça, c'est pour les salariés qui sont rémunérés au forfait heure. On a l'obligation de préciser si c'est un forfait jour, si c'est un forfait heure, si c'est un forfait mensuel ou annuel. C'est une information obligatoire. Nature de la base de calcul du salaire
Par réception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail. Nature de la base de calcul du salaire lorsque par réception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail. Si le salaire n'est pas calculé sur la durée du travail, il faut préciser. Si par exemple c'est des commissions, si c'est des pourboires, il faut préciser que c'est la rémunération du temps de travail. Parce que habituellement, un salarié est rémunéré pour un nombre d'heures. Le salarié a fait 35 heures, on le paye à son taux horaire de SMIC et ça fait un salaire. Donc, si la rémunération n'est pas du temps de travail, on a l'obligation de préciser que il existe des salariés qui sont payés à la commission, il y en a qui sont payés au pourboire. Donc, tout ça, ça fait partie des éléments obligatoires qui doivent être mentionnés sur un bulletin de salaire. Montant et nature des accessoires de salaire soumis à cotisation. Montant et nature des accessoires. Cela signifie qu'on ne peut pas verser une rémunération à un salarié sans préciser. Je reviens sur mon exemple. Ici, j'ai mon salaire brut. Là, je paye 70, 77, mais je précise que c'est une majoration d'heures de nuit. Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est ça. Ici, je n'ai pas le droit de faire ça. Je paye 500 euros. Ça apparaîtra sur mon bulletin, mais je ne dirai pas pourquoi je verse 500 euros. Là, je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de verser. Je n'ai pas le droit de verser un montant dans le brut ou dans le net d'ailleurs, sans préciser à quoi il correspond. Là, j'ai fait exprès de mettre un point. Mais ce que j'ai fait là n'est pas autorisé parce que lorsque je verse à un salarié un élément de rémunération, je dois préciser la nature des montants versés. Je dois préciser s'il s'agit d'une prime exceptionnelle, s'il s'agit d'une prime d'assiduité, s'il s'agit d'une prime de rendement, s'il s'agit d'une prime de satisfaction. Je dois préciser la nature des montants que je verse à mes salariés. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ce que je dois faire, c'est de préciser. Je sens que je vais supprimer. Et là, je dois, à chaque fois que je fais une prime, je dois préciser prime exceptionnelle ou bien prime satisfaction. Donc, je suis satisfaite, donc je lui donne 300 euros, 350 euros. Il a bien travaillé. Voilà, prime satisfaction, 350 euros. Je n'ai pas le droit de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est de payer un montant sans préciser. C'est ce que ça signifie. Nature et montant des accessoires de salaire soumis à cotisation salariale et patronale. Ensuite, le salaire. Là, on est toujours dans les mentions obligatoires. La rémunération brute doit être mentionnée, je l'ai là. La rémunération brute, elle est là. Salaire brut, je dois le renseigner. Montant et assiette, base sur laquelle sont appliquées les différents taux de cotisation. Il faut savoir que le brut, dans mon cas, c'est le même, mais il faut savoir que le brut est différent des bases de cotisation. Dans mon exemple, j'ai un brut de 2526 et le salarié paye des cotisations sur ce brut-là. Mais il peut arriver que ce ne soit pas la même chose. Et même si que ce soit pareil ou pas, on a l'obligation de préciser. Parce qu'il existe des modèles de bulletins où on n'a pas tous ces détails-là. On ne sait pas sur quelle base des cotisations ont été versées. On a juste le total à la fin et ça, ce n'est pas autorisé. Donc, cette présentation telle que vous la voyez, c'est une obligation de le faire de cette manière-là parce qu'on doit savoir quelle est la base qui a été prise en compte pour l'application des cotisations rubrique par rubrique. Les taux de cotisation, les taux de cotisation et contributions sociales à la charge du salarié. Donc, les taux salariés sont obligatoires. Il y a des modèles de bulletins où vous n'allez pas voir le taux patronal. Mais par contre, le montant est obligatoire. Mais il est obligatoire, semblerait-il, parce que je ne connais pas tout par cœur, il est obligatoire de faire apparaître les taux de cotisation salariale. Le taux patronal n'est pas une obligation. Bon, après, on choisit, il n'apparaît pas, mais il faut savoir que ce n'est pas une obligation. Montant effectivement reçu par le salarié, bon, ça c'est le net à payer. Le net à payer, pas le net avant pour le net à payer, vraiment le montant que le salarié perçoit. La date de paiement, c'est une information obligatoire. Ça, je l'ai surligné parce que je l'ai découvert en préparant.
il y a beaucoup d'entreprises qui gèrent la prise des congés payés hors bulletin. Donc, lorsque le salarié prend des congés, sur le bulletin, ça n'apparaît pas. Donc, je l'ai souligné pour déjà m'en souvenir parce que c'est nouveau, je ne sais pas depuis combien d'années, depuis combien de temps, l'entreprise a l'obligation de mentionner sur le bulletin de salaire la prise des congés payés et la méthode de calcul de l'indemnité. On verra aussi par la suite le chapitre sur les congés payés, mais c'est une obligation de le mentionner sur un bulletin. Et ça peut arriver parfois dans les grands groupes qui ont un outil externe de gestion des congés et qui ne font pas apparaître sur le bulletin de salaire l'indemnité des congés. C'est une obligation. Alors, en zone 3, on a les cotisations et contributions sociales. Bon, le montant des cotisations réunies en sein, on a l'obligation de voir apparaître tous ces montants-là. Montant total des exonérations, bon, montant total versé, montant correspondant à l'évolution, je passe rapidement parce que c'est moins intéressant que tout à l'heure, montant correspondant à l'évolution liée à la suppression de cotisation. Ça, je passe, ça, si je ne m'attarde pas là-dessus, parce que c'est pas des paramétrages sur lesquels vous aurez la main. J'insiste sur des points tels que la classification, parce que c'est à vous de le renseigner. Sur la date de paiement de salaire, c'est à vous de le renseigner. Mais ça, très souvent, les éditeurs de logiciels prennent en compte ces obligations-là et vous n'aurez pas à vous en soucier de savoir est-ce que mon bulletin de salaire mentionne telle ou telle autre information. Donc, c'est bien de le lire dans les grandes lignes, mais je ne m'attarde pas dessus parce que dans votre gestion quotidienne, vous n'aurez pas à vous soucier de ça. On paye les logiciels suffisamment cher pour qu'ils nous fournissent des produits corrects. Net à payer et net imposable, c'est pareil, c'est une information obligatoire qu'on retrouve. Impôt sur le revenu, montant net imposable servant de base de calcul. Hop, on le retrouve là. Là. La base de calcul de l'impôt, elle est là. Elle est différente du net à payer, mais on verra plus pourquoi plus tard. Montant de l'impôt sur le revenu prélèvement à la source, cumul des montants des impôts, montant du net des heures complémentaires, l'exonération, on doit préciser, cumul annuel des montants des heures complémentaires et ou supplémentaires. Ça, les éditeurs de logiciels le font très bien. Les mentions finales, mention de la rubrique dédiée au bulletin de paye, rubrique cotisation salariale, mention incitant le salarié à conserver son bulletin de paye sans limitation de durée. En cas d'activité partielle, nombre d'heures indemnisées. En plus du bulletin de salaire, l'employeur peut être amené avec le bulletin à joindre des annexes. Donc voilà, ça peut être sur la durée de travail, ça peut être sur l'épargne salariale, la simplification du bulletin de salaire. Voilà, on peut joindre au bulletin de salaire des annexes en fonction des besoins de l'entreprise. Ça, c'est pour ce qui était des mentions obligatoires sur le bulletin. Ensuite, il y a des mentions interdites, notamment au droit de grève du salarié. Parce que si le salarié exerce son droit de grève, on ne doit pas le faire apparaître sur son bulletin. Et les salariés, parce que oui, puisque si le salarié a le droit de grève, on le met en absence, mais il ne faut pas que sur le bulletin ce soit mentionné que c'est une absence parce qu'il a fait valoir son droit de grève. Ça peut être pénalisant pour lui dans le cadre d'une recherche d'emploi ou bien, peu importe dans quelle raison, il peut utiliser son bulletin de salaire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en règle générale, il faut éviter les mentions sur le bulletin de salaire qui ne sont pas précisées là. Mais moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter les mentions sur le bulletin de salaire qui peuvent être préjudiciables au salarié. Par exemple, on ne devrait pas mentionner sur le bulletin de salaire absence pour je sais pas, pour insubordination ou voilà, toute mention qui pourrait être préjudiciable, il est préférable de les éviter. Ici, il y a ces deux-là qui sont cités, mais moi, je rajouterais de manière plus générale d'éviter des mentions qui sont préjudiciables au salarié. D'ailleurs, je vous prends pour exemple, lorsqu'un salarié est en absence, ici, absence non rémunérée, non autorisée. Donc, il est bien mentionné que le salarié s'est absenté sans que ce ne soit autorisé. Mais lorsque je calcule mon bulletin de salaire, la précision de non autorisé n'apparaît pas.
Ça me met tout simplement absence non autorisée. Le fait que ce soit autorisé ou non autorisé, ça a un impact par la suite sur le rétablissement du salaire. Lorsqu'un salarié est en absence pour maladie, on déclare à la sécurité sociale les 3 derniers mois qui précèdent son arrêt. Et ce sont ces 3 salaires qui sont pris en compte pour le versement de ces indemnités. Si le salarié a été absent pendant cette période de référence, le salaire est rétabli selon la nature de l'absence. Si en cas d'absence pour maladie, le salaire est rétabli. Absence pour accident de travail. Enfin, les absences justifiées, disons, permettent de rétablir le salaire. Mais si, dans mon absence, j'ai choisi pour motif absence non autorisée, cette absence-là ne sera pas rétablie. Donc, c'est ça la conséquence. Sur le bulletin, on ne voit pas la différence parce que c'est pénalisant pour le salarié de préciser non autorisé. Mais par contre, le traitement, derrière le traitement en DSN n'est pas le même, que ce soit autorisé ou non autorisé. C'est juste une parenthèse pour vous dire qu'en règle générale, on évite les mentions qui peuvent être pénalisantes pour le salarié. Parce que s'il recherche un logement ou s'il demande un prêt à la banque, le banquier peut en voyant des mentions absence non autorisée, se dire que c'est une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Donc, on évite toutes ces mentions-là de manière générale. Et plus spécifiquement, il y a ces deux-là qui sont prévus bien renseignés par la loi. Lorsqu'un salarié fait valoir son droit de grève, ce n'est pas précisé. On va juste marquer absence non rémunérée. On ne va pas mettre absence gréviste. Et si le salarié s'absente pour les heures de délégation, on lui paye les heures de délégation. Il faut savoir que les représentants du personnel ont une rémunération pour les heures de délégation et ça ne devrait pas apparaître non plus sur le bulletin. Donc voilà pour ce qui est dans les grandes lignes du bulletin de salaire, puisque si vous êtes intéressé par le métier de gestionnaire de paye, c'est le cœur de notre métier, c'est le cœur même de notre métier. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes. Vous pouvez toujours approfondir ces sujets et ces thèmes-là, si vous le souhaitez, avec la bibliographie qui existe sur la paye et autour de la paye. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je pourrai y répondre et avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Vous activez votre micro et je vais y répondre. Même si ce n'est pas sur le sujet d'aujourd'hui. J'ai quelques minutes, je pourrais répondre à des questions que vous avez sur ce sujet et sur d'autres sujets. Pas de questions? Bon, c'est parfait. Merlin, ça va? Allô? C'est parce que j'ai coupé mon micro, c'est pour ça, Rose. Ok, Attends que je parlais toute seule, mais non, ça va. d'accord, ok. On va commencer en douceur. Je vais pas, enfin, de toutes les manières, moi, je suis une partisante de la formation par à-coup. Donc, il ne faut pas donner trop d'informations pour en donner un petit peu, le temps de le digérer. J'ai partagé dans la discussion le lien de ce document. Vous pouvez le relire. Il y a d'autres sources hein, sur Internet. Il y a certains livres aussi sur la paye que je vous invite à lire si jamais vous êtes débutant dans le domaine. La vidéo est enregistrée, elle sera partagée si vous souhaitez la revoir. Et je vous dis à nouveau merci pour votre confiance, pour votre présence. Et nous continuerons dans ce sens-là. N'hésitez pas à me faire parvenir des remarques par message privé sur LinkedIn si vous faites partie de mon réseau ou sur Facebook ou par mail. Je vous mets l'adresse mail. Hop. Et voilà.